Merci Jean-François, on est de retour et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Et on va recommencer nos rencontres régulières avec Pierre-Paul. Et sur ce, bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, bel été qui vient de se terminer de ton côté? Oui, un bel été occupé, mais un bel été, une belle température, on a profité en masse. Ouais, puis si on rentre dans le vif du sujet rapidement, j'aimerais savoir au niveau des statistiques où est-ce qu'on en est rendu, parce que ça fait quelque temps qu'on n'en a pas parlé. Et là, on se comparait toujours à l'avant-pandémie, on se compare encore là, mais j'imagine qu'on doit commencer à se rapprocher considérablement de ce qu'il y avait avant-pandémie, dans certains cas peut-être même le dépasser. Ouais, ben on se rapproche. Dans le consommateur, je fais souvent la différence là, Québec, Canada, Abitibi. Dans le consommateur, au niveau de l'Abitibi, on est à peu près à 13% des chiffres pré-pandémiques en dessous. Donc, on n'a pas encore rattrapé les chiffres pré-pandémiques. Au niveau du Québec, on est plus 20% en dessous. Donc, encore là, au Québec, on n'a pas rattrapé. Mais Canada, 5% en dessous. Donc, on est presque rendu. Fait que dans le consommateur, ben on se rapproche, on voit là, de trimestre en trimestre que on se rapproche de plus en plus. Donc, éventuellement, on va se rattacher à ça. Mais on peut constater dans le commercial, par exemple, que ça, on avait déjà dépassé les chiffres pré-pandémiques quand on discutait ensemble. Ça s'est pas amélioré, même au contraire, là, ça continue d'augmenter avec le même rythme. Donc, on est rendu Québec-Canada, là, 70% au-dessus des chiffres pré-pandémiques. Donc, ça veut dire, là, prendre un ordre de grandeur, au Québec, là, on avait pré-pandémie là, autour de 2000 dossiers par année dans les dossiers commerciaux de faillite, principalement. Là, on est à 3600. Donc, ça donne un gros coup. Au niveau de l'Abitibi, on est à peu près 50% au-dessus. On a à peu près toujours 30-35 dossiers en Abitibi avant la pandémie. Ben là, on est dans les 50 dossiers présentement, là, donc par année. Donc, ouais, on est plus occupé dans le commercial. Pierre-Paul, est-ce qu'on peut penser que la pandémie, c'est une chose, on se compare encore à la pandémie, mais le vent de récession, même si on n'en a pas eu, avec le coût de la vie qui a augmenté, tout ce phénomène-là n'est pas un écosystème qui a favorisé ça? Absolument. C'est certain que le commercial, souvent aussi, en plus, c'est plus direct que les consommateurs. Les consommateurs, on ressent les contre-coups plus tard. C'est ce qu'on vit, ce qu'on voit présentement encore. Dans le commercial, pour le voir dans différentes entreprises, il y a eu beaucoup d'arrêts que les entreprises n'ont jamais réussi à reprendre par rapport au COVID. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été sur le respirateur artificiel aussi parce qu'elles n'allaient déjà pas nécessairement bien avant. Et les subventions, les chances que les entreprises ont eues à différents niveaux, des fois, elles ont profité pour faire des restructurations. Tout ça leur a donné du temps, mais ultimement, une entreprise qui était pas rentable, demeure pas rentable. Donc, il y en a plusieurs là, qui se sont tannés après autant d'années d'efforts. Fait que ça, on le voit aussi. Puis, on voit effectivement l'augmentation des coûts, tout ça. Que ce soit le coût de la main-d'œuvre, on en parlait déjà avant la pandémie, que ce soit le coût des matériaux qui a explosé, la rareté de certains matériaux qui a fait augmenter le coût. Donc, dépendamment des industries, là, c'est assez, ça peut être assez problématique. Fait que oui, c'est sûr que toute la condition, tous les facteurs sont là pour que ça n'aille pas super bien au niveau commercial, là. Moi, ce que je me pose aussi comme question, on parle surtout d'industriels à ce niveau-là, là, au niveau de ces compagnies-là, j'imagine. Donc, ils ne sont pas affectés par la consommation comme telle. Ils ont des contrats généralement fixes, sauf que les contrats ne rejoignent pas, les coûts ne se rejoignent pas d'un bord et l'autre. C'est ça, j'imagine? Ben, il y a de tout ça, mais il y a quand même, je vois de plus en plus de commerce au détail qu'on voyait moins avant. Je vois de plus en plus d'entreprises qui vendent tant au commercial qu'aux consommateurs, qui me confirment qu'ils ont de plus en plus de mauvaises créances ou de gens qui tardent à payer. Tu sais, des entreprises, exemple, qui installaient des produits, que ce soit des fenêtres ou autres. Là, j'ai vu des différents produits qui peuvent toucher et le commercial et l'industriel, ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes de produits comme ça. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans tous les différents détails des entreprises, mais essentiellement, ces entreprises-là qui n'avaient jamais à peu près de créances à plus de 30 jours, ben là, ont du 60 jours, du 90 jours et même plus et n'ont jamais vécu ça. Et c'est vrai tant pour leurs fournisseurs commerciaux qui, eux, ont de la difficulté parce que souvent, ces fournisseurs-là, eux, vendent à des consommateurs qui, eux, ont de la misère à se faire payer aussi. Et quand ils vendent à du consommateur directement, ils le voient aussi. Donc, des nouvelles
des nouveaux problèmes que certaines entreprises n'étaient pas habituées de vivre, c'est-à-dire des comptes clients élevés, voir est-ce qu'ils font de la facturage, est-ce qu'ils mettent un avocat dans le dossier, il y a plein de stratégies pour être payés dans des contextes comme ça, mais automatiquement, on est un peu plus hostile avec nos clients. Fait que c'est une dynamique vraiment pas agréable pour des entrepreneurs, des entreprises qui est habituées avec des clients qui payent. Donc, il n'y avait jamais de recouvrement à faire. Il y avait juste la partie positive. Là, ils se retrouvent à être obligés de faire de la collection. Là, c'est pas très intéressant, puis ça prend énormément de temps à ces entreprises-là. Et donc, moins de temps à mettre sur le développement de leur entreprise, la production de leurs produits, sur n'importe quoi d'autre. Fait que c'est toute une dynamique qu'on voit présentement, mais ça, on le voit là, tant les consommateurs que les commerciaux ont de la difficulté à payer dans les mêmes délais qu'avant. C'est particulier. Ce que je vais dire là, je trouve que c'est mesquin quelque part, mais est-ce que on vit pas quelque chose comme un filtre naturel qui est en train de faire que l'industrie, le commerce, ces choses-là, est en train de se replacer naturellement aux dépens de ces entreprises-là? Ben, il y a absolument un petit peu de ça. Hein. Il y a des entreprises qui doivent se réinventer, qui ne réussissent pas à le faire, puis qui doivent tout simplement fermer, et avec raison dans certains cas. Il y a des entreprises qui sont mieux gérées que d'autres, donc la gestion des coûts. Tu sais, quand tout va bien et que tout se passe bien, ben les gens peuvent fonctionner en fonction de leur valeur, donner plus de temps, avoir plus d'employés, les payer plus cher. Quand la business elle n'arrive pas, ben tous ces éléments-là doivent être contractés. Puis des fois, ben les entreprises qui ont un volet, on va dire un peu plus social, puis qui étaient plus collaboratifs avec leurs employés, tout ça, ben là ils se rendent compte que là, dans un contexte où ils ont besoin de la collaboration, ben c'est plus dur des fois d'avoir des baisses de revenus, par exemple. C'est pratiquement impossible dans certains secteurs, notamment là. Donc tout ça fait que il y a un filtre naturel qui se fait. Il n'y en a pas que ça, évidemment, là, mais c'est sûr que s'il y a 4 entreprises qui font le même produit, ben l'entreprise qui est la plus efficiente puis qui a la meilleure gestion, la plus serrée, ben elle va être capable de passer plus de tempêtes que l'entreprise qui gérait un petit peu moins ses coûts, mais qui était quand même viable. Là. Ouais, OK. C'est vraiment, là, on est en train de restabiliser le marché à travers ça. J'ai comme cette impression-là. Et ça, c'est aux dépens de certaines entreprises, malheureusement. Oui, puis des fois, c'est pas de la mauvaise volonté, évidemment. Des fois, c'est absolument pas un manque de travail. On voit des gens qui travaillent des heures de fou, mais des fois, c'est des compétences qui manquent. Tu sais, présentement, par exemple, il y a une pénurie de comptables avec les gens, des fois, réussissent pas à avoir un comptable compétent, un CPA, donc ils vont se rabattre sur quelqu'un qui a déjà travaillé dans le domaine, qui a des connaissances, mais qui n'a pas nécessairement les mêmes compétences. Et là, on voit des grosses erreurs dans les déclarations d'impôts de fin d'année qui vont amener des impôts à payer ou des rapports de taxes. Le gouvernement va faire des vérifications problématiques au niveau des taxes. Et tout ça vient d'une mauvaise comptabilisation qui n'est pas des fois, tu sais, des fois c'est un manque de compétences tout simplement en comptabilité. Puis là, on fait confiance à quelqu'un qui n'a pas nécessairement lui non plus la compétence. Fait que tout ce volet-là aussi n'aide pas parce que je dirais que moi, la très grande majorité des entreprises qui ont des difficultés financières ont un grave problème au niveau de leur comptabilité puis de leur poste des finances. Là. Tout ce qui est projection dans le futur ou qui est comptabilisation. C'est pas nécessairement au niveau des ventes, c'est pas nécessairement au niveau du travail, des heures travaillées, c'est rarement ça. Ça arrive, c'est ça, mais c'est rarement ça. C'est souvent un problème au niveau de la comptabilité. On perd le fil, on a des pénalités, des intérêts, on a des gens pas payés, et là, le gouvernement embarque là-dedans, puis là, ça devient impossible de rattraper. Ah, bon Dieu, OK. Ouais, je vois le contexte, là, quelque part. On n'est pas tout à fait dans le filtre à ce moment-là, on est dans des compétences fines en arrière, là. Ouais, puis l'absence de personnes qu'on peut trouver aussi. Il y en a qui cherchent des gens compétents, mais qui en trouvent juste pas. Fait que ça, c'est pas tant de leur faute non plus. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas évident nécessairement de trouver la personne qu'on a besoin pour bien faire le travail à ce niveau-là, au niveau de la comptabilité, par exemple. Je me retourne vers le Témiscamingue parce que avant les fêtes, beaucoup d'industries ont fermé ou étaient sur le point de fermer ou annoncé des fermetures. C'est plus de 400 personnes dans le Témiscamingue qui vont se retrouver ou se sont retrouvées sans emploi. Et ça va affecter, ces personnes-là vont être affectées, mais un peu plus tard peut-être parce qu'ils ont de l'assurance chômage, mais il y en a d'autres à quelque part qui sont affectés directement, les travailleurs autonomes, ceux qui travaillent dans le bois, qui vont chercher le bois.
Ouais, moi on a toujours eu, tu sais, des travailleurs forestiers, des gens qui ont des multifonctionnels ou qui ont des porteurs, des ébrancheuses, toute cette machinerie-là pour travailler dans le bois, on a tout le temps eu un petit peu, pour toutes sortes de raisons, mais maintenant, c'est vraiment majeur. On en a énormément, pas juste des petites. Et c'est des entreprises dans certains cas qui veulent se restructurer, mais pour se restructurer, ça prend des contrats. Donc il y en a qui veulent bien se restructurer, mais qui n'ont pas les contrats, qui sont en arrêt depuis quelques mois. Présentement, il y en a qui sont en arrêt depuis des fois 6 mois, des fois plus longtemps. C'est pas toutes les entreprises ou les gens qui ont la capacité de s'expatrier, d'aller travailler plus loin. Donc ça crée beaucoup de faillites ou de redressements d'entreprises reliées à tout ce qui est forestier. Ça cause des retards de paiement, des ententes, toutes sortes de situations complexes. Et comme tu as dit, les 400 emplois, tout ça va tomber aussi entre les mains du travailleur qui n'a pas nécessairement d'entreprise, mais qui a de la difficulté à se trouver un travail. Donc, ces gens-là, s'ils sont moins mobiles pour toutes sortes de raisons, familiales ou convictions, ou peu importe, des fois, ils se retrouvent sans emploi. Puis ça aussi, si on a un rythme de vie avec notre véhicule, notre maison, des fois un 4 roues, même sans que ça soit un rythme de vie exagéré, si on perd notre emploi du jour au lendemain, c'est pas simple de faire tous nos paiements. Fait qu'on en a ça qui commence aussi à venir nous voir à ce niveau-là. C'est sûr que plus les gens attendent, pire que ça va être, parce que quand on est en retard partout, puis qu'on commence à être en retard sur notre maison, les options sont minces là pour les gens. Alors que quand ils viennent, puis il n'y a pas encore de retard sur la maison, mais que les retards sont sur les cartes de crédit, des prêts, ou là, il y a plus d'options là, pour que ces gens-là gardent leur maison, fassent des règlements aussi. Là. Donc, il y a tout ce volet-là présentement là, qu'on observe là. C'est ce que je vois, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont là-bas, au Témiscamingue, dans le secteur de Kipawa, dans tous ces secteurs-là, qui vont peut-être être appelés à déménager, à changer de place. Et pour une population comme le Témiscamingue, c'est beaucoup de monde qui vont quitter la région, qui risquent de quitter la région, là. Oui, c'est un risque, puis c'est pour ça que les communautés, les syndicats, tout ça, on en a vu plusieurs sortir là dans les médias pour parler que ce soit de trahison ou autre. J'ai vu toutes sortes de mots là-dessus par rapport à, tu sais, de plus en plus, c'est les Américains qui détiennent les intérêts, là. Donc, s'il n'y a pas d'argent qui se fait, ils vont juste fermer la champlure. Pour eux autres, c'est une décision tout simplement de business, là. Donc, ce qui est comprenable, c'est pour ça que ces entreprises-là ont acheté des entreprises, c'est pour qu'ils soient rentables. S'ils ne sont pas, ils ferment. Des fois, ils sont rentables, mais ils ne le sont pas assez non plus. Donc, il y a toutes ces analyses-là. Fait que c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement compris, su et tout les tenants aboutissants de ça par la population, c'est pas nécessairement connu, mais c'est sûr que ça a des impacts. Puis quand on parle aussi des petits travailleurs forestiers, souvent ces gens-là ont des machineries extrêmement coûteuses. Ouais. On parle de entre 400 et 800 000 là, sans exagérer. Ça, la journée où on le paye pas, on peut être assuré que ces gens-là ont des cautionnements. Et malheureusement, ces gens-là souvent ne sont pas fait expliquer. Les gens lisent évidemment pas nécessairement tous les contrats parce que c'est des contrats très longs, écrits très petits, et sont responsables du paiement de ça. Donc là, il faut non seulement régler la compagnie, mais il faut aussi régler les impacts des cautionnements sur l'individu. Et ça, c'est là que les gens, des fois, attendent trop tard là, pour se protéger. Fait que ça, c'est bien important présentement de faire attention à ça, de se protéger rapidement, de venir voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Quitte à ce que, il y en a qui ont des reins assez solides, ils peuvent toffer encore 6 mois, 1 an avant de poser des gestes, là. Mais au moins avoir une stratégie au cas où on réussit pas à s'en sortir dans des délais raisonnables. Donc oui, le Témiscamingue est pas épargné, puis il ne sera pas épargné dans les prochains mois non plus. Mon Dieu, que c'est pas très, très jojo, ça. Pierre-Paul, déjà, le temps coule très vite. On va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous joindre au lacasesyndic.com, nous écrire à info@commercial-lacasesyndic.com, peuvent nous suivre aussi sur Facebook ou LinkedIn, Lacase et Associés. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Paul, encore une fois, et on se reparle mardi prochain. Merci beaucoup, Denis.